sont déclarés définitivement élus. Par catégorie, les candidats dont les noms suivent. Catégorie audiovisuelle. Élu. Ama Godonou Oussou. Catégorie presse écrite. Élu. Basile Chibozo. Catégorie technicien des télécommunications. Élu. Lionel Atterris Todje Gbegon Noudé. Article 4. Les noms des candidats respectivement élus et les catégories respectives seront communiqués au président de la République pour leur nomination par décret. Article 5. La présente décision, qui prend effet pour compter de sa date de signature, sera notifiée à M. Ama Godonou Oussou, Basile Chibozo et Lionel Asseris Todje Gbegonoudé. Elle sera publiée au journal officiel. Fait à Cotonou le 19 juin 2024. Ont signé le rapporteur Fernand Arokanou Bagidi, le président Rémi Prosper Moretti. Ont siégé Rémi Prosper Moretti, président. Fernand Arokanou Bagidi, premier rapporteur. Mohamed Ali Marcenet Amidou Kamaro, deuxième rapporteur. Brassien Rafiou Salami, membre. Mariana Domingo, membre. Torso Marcenet Ahonoukou, membre. Je vous remercie. 4 ans après le coup de pioche initial, le Centre hospitalier international de Calavi s'apprête à ouvrir ses portes répondant à une initiative lancée en 2016 par le président Patrice Talon. Les travaux sur le chantier du CHIC sont désormais achevés. La réception provisoire des installations est prévue pour la fin de ce mois. C'est ce qu'a déclaré le ministre de la Santé au cours d'une conférence de presse pendant laquelle il a fait de grandes annonces. Le CHIC, pour le présenter, est le plus grand hôpital du Bénin, sans aucun doute, l'un des plus grands et les mieux équipés de la sous-région. On y compte 436 lits répartis dans 18 spécialités, qui sont à leur tour regroupés en 8 pôles. Le pôle urgence-réanimation, pôle cardio-métabolisme, un pôle d'oncologie, un pôle digestif et médico-chirurgical, un pôle locomoteur et neurochirurgical, un pôle cardiovasculaire et thoracique, un pôle néphro-urologique et un pôle tête-cou. Le président Patrice Talon, conscient de la situation du système de santé de notre pays, a instruit son gouvernement au fin de réaliser l'audit de tous les hôpitaux du Bénin. La commission mandatée à cet effet avait rapporté que les infrastructures médico-techniques de nos hôpitaux dits de référence ne répondaient pas aux normes attendues pour une prise en charge optimale de nos concitoyens. Elle suggéra alors la construction d'un hôpital de référence avec des équipements médico-techniques de haut niveau qui soit capable de prendre en charge les pathologies les plus complexes qui soient. C'est ainsi que le projet du CHIC a germé. Le CHIC recevra son premier patient cette année. Nous envisageons en effet son ouverture au cours du 4e trimestre de l'année 2024. D'ores et déjà, nous avons entamé le processus de recrutement du personnel administratif, technique et soignant qui fera vivre cet hôpital. Il faut 1 millier de ressources humaines. 1 millier. Le CHIC est un hôpital public qui sera ouvert à tous les patients toutefois. Il s'agit d'un hôpital de référence.
qui ne prendra en charge a priori que les pathologies pour lesquelles les hôpitaux de niveau de référence inférieur n'ont pas la capacité d'apporter les réponses les plus adaptées. Le procureur de la Criette a fait l'état des lieux, on a suivi, on a constaté, si je parle en réalité de la bonne foi du gouvernement béninois, je ne parlerai pas d'immixtion du gouvernement béninois dans l'appareil judiciaire, mais on a quand même constaté un dénouement heureux pour cette affaire, d'autant plus que les 3 Nigériens qui sont poursuivis ont été condamnés avec sursis. Ça voudra dire quoi? Quand on parle d'une condamnation avec sursis, c'est-à-dire les 3 ressortissants du Niger ont été condamnés mais sont libres de leur mouvement. Peut-être qu'ils ont déjà rejoint leur pays d'origine, c'est-à-dire le Niger. Ils sont libres, ils vont épuiser leur peine en liberté. C'est de ça qu'il est question. C'est pour dire quoi? C'est pour dire si le gouvernement béninois, bien que le Niger, les 3 ressortissants du Niger sont fautifs, bien que ces 3 ressortissants du Niger sont allés établir frauduleusement de base pour pouvoir avoir accès à la plateforme de notre pipeline, il faut avouer que le constat est que le procureur de la Criette les a d'une manière ou d'une autre libérés pour amener le gouvernement béninois à continuer de prendre langue avec le gouvernement du Niger. Donc le gouvernement béninois continuera toujours de jouer sa partition, de jouer à la carte d'apaisement, à la carte de francisme, à la carte d'écoute, afin que le gouvernement du Niger ouvre notre frontière qui est de l'autre côté de Malanville. Donc, d'une manière ou d'une autre, le gouvernement béninois est toujours ouvert au dialogue. C'est l'occasion pour moi d'appeler à la raison et à la responsabilité sociale du gouvernement du Niger afin que notre frontière soit ouverte de l'autre côté de Malanville. Une chose est claire, nous sommes des États frères, nous sommes des pays frères et rien ne pourra nous diviser. La politique, oui, la politique, elle est là et nous allons toujours l'observer, nous allons l'apprécier et un beau jour, nous allons laisser la politique. Autrement dit, si nous ne laissons pas les choses à temps, les choses vont nous laisser. Donc je pense que l'heure a sonné pour que Tiani rappelle ses collaborateurs à l'ordre, que Tiani écoute tous ceux-là qui font de très bonnes propositions en lui demandant d'ouvrir la frontière de l'autre côté de Malanville pour le dénouement de cette crise. La crise a déjà trop duré. Je pense que l'heure a sonné pour que tout aille très bien. Qu'on veuille ou pas, jusqu'à l'heure où je vous parle, le Niger fait toujours partie de la CEDEAO, même si le Niger estime qu'il a démissionné de la CEDEAO. Du moment où sa démission n'a pas été actée par le président en exercice de la CEDEAO, c'est que le Niger fait toujours partie de la CEDEAO. Attendons les tout prochains jours pour mieux se fixer sur le dossier. Une chose est claire, quand les chefs d'État membres de la CEDEAO vont se réunir très prochainement à leur session ordinaire, ils vont se pencher sur la question. La CEDEAO est là pour tous les États de l'Afrique de l'Ouest. Quand on nous parle d'État de Sahel ou d'État de ci ou de ça, une chose est claire, nous sommes tous membres des États de l'Afrique de l'Ouest et je pense que la CEDEAO pourra beaucoup faire. La CEDEAO, même si nous estimons qu'elle est en train d'accuser de retard pour prendre une décision courageuse ou pour agir d'une manière ou d'une autre, je pense quand même que la CEDEAO a un calendrier qu'il va dérouler au moment opportun. Donc, laissons la CEDEAO prendre le temps pour mieux réfléchir et mieux agir. L'Institut Pasteur de Dakar a fabriqué son premier vaccin contre la fièvre jaune en 1937. Ce même vaccin a reçu la préqualification de l'OMS en 1966, donc depuis plus de 50 ans. Dans la perspective de la consolidation de ces acquis et de la réalisation de l'objectif de l'Union africaine de produire sur le continent 60% des vaccins utilisés sur place d'ici 2040, l'Institut Pasteur de Dakar a initié, avec le soutien du gouvernement sénégalais,
un ambitieux programme de développement industriel estimé à 252 millions de dollars. Ce programme vise à maîtriser toute la chaîne de valeur en matière de production pharmaceutique, depuis l'identification des besoins jusqu'à l'utilisation des produits par les bénéficiaires. La réalisation de ces infrastructures et l'acquisition des équipements sont en cours de finalisation. Le site du vaccinopole de Diamniadio, qui constitue une des entités de ce programme, aura une capacité de production annuelle de 3 millions de doses de vaccins de routine, épidémique ou pandémique, et utilisera les 3 plateformes technologiques dont l'ARN messager. Pour encadrer toutes ces initiatives, le Sénégal a déjà mis en place l'Agence nationale de réglementation pharmaceutique, qui s'est beaucoup employée pour atteindre les phases de maturation et d'homologation requises. Tout ceci n'aurait pas été possible sans un surcroît d'efforts dans la mobilisation des ressources pour le financement de la recherche, de l'innovation et des infrastructures de santé. Je remercie à ce sujet les pays, institutions et organismes partenaires, au premier rang desquels figure Gavi, pour le soutien qu'ils apportent au Sénégal, en particulier dans les efforts de promotion du vaccin et de la vaccination. Notre partenariat avec Gavi, il faut le souligner, nous a valu beaucoup de résultats positifs. Merci, M. Barroso, pour ce soutien constant. Il a beaucoup contribué à l'efficience de notre programme national de vaccination et à la lutte contre la mortalité infantile. Contre la mortalité infantile et précoce. Je sais que Gavi fait la même chose dans d'autres pays avec des rendements aussi appréciés en matière de prévention sanitaire, de prise en charge médicale adéquate et de lutte contre la mortalité précoce. En tant que pivot essentiel de la solidarité et en reconnaissance des immenses services qu'il rend aux pays bénéficiaires, Gavi mérite le soutien continu de la communauté internationale. C'est la raison pour laquelle, en ma qualité de président de la République du Sénégal, je lance un appel à tous les pays et institutions partenaires afin qu'ils contribuent généreusement à la reconstitution des fonds de Gavi pour la période particulièrement de 2026 à 2030. Soutenir le financement de Gavi, c'est aussi investir stratégiquement et à un rythme plus soutenu dans la protection de nos enfants, des générations actuelles et futures. Je serai engagé dans cette campagne pour Gavi et je vous invite tous. Ensemble, mobilisons-nous. Je vous remercie pour votre aimable attention. Comment faire entendre sa détresse lorsque les conflits se multiplient à travers le monde ? Plus d'1 an après le début de la guerre civile, le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés, lance un appel à ne pas oublier les victimes soudanaises. Au début du mois de juin, les Nations Unies ont indiqué que plus de 10 millions de personnes avaient été déplacées à l'intérieur du pays. Pour moi, il était important de penser à mes enfants et à la manière de les protéger et de les sortir de ce conflit. Je voulais trouver un environnement sûr, où ils pourraient être en sécurité et avoir suffisamment de nourriture. Cela a été difficile pour nous, surtout pour les enfants. Je les ai encouragés à être forts, en particulier les plus jeunes, qui ont du mal à comprendre la situation. Le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, a appelé la communauté internationale à mettre fin au conflit au Soudan, plongé dans la violence depuis le mois d'avril 2023. Lors d'une visite dans un centre de réfugiés du Soudan du Sud, il a plaidé en faveur de la paix. Ce centre, construit à l'origine pour accueillir 4000 personnes, compte aujourd'hui plus de 13 000 réfugiés. Je suis ici dans le cadre de la Journée mondiale du réfugié pour vous dire de ne pas oublier les réfugiés du Soudan. N'oubliez pas les pays voisins, le Tchad, la République centrafricaine, le Soudan, l'Éthiopie et l'Égypte qui accueillent généreusement ces personnes mais qui sont confrontées à des défis qui leur sont propres. And which is still emerging from this conflict, this crisis, this arrival of
Le Soudan du Sud est un pays qui a connu 2 guerres civiles en 10 ans et qui essaie encore de sortir de ce conflit. Les organisations humanitaires craignent que l'arrivée de centaines de milliers de rapatriés soit déstabilisante. Au Kenya, la colère gronde. Les manifestants sont de nouveau dans les rues pour demander le retrait du projet de loi finance du gouvernement, actuellement débattu au Parlement, en vue d'un vote avant le 30 juin. Le texte controversé prévoit l'instauration de nouvelles taxes. Nous n'allons pas rester assis à la maison pour qu'ils puissent adopter un autre projet de loi de finances sans notre approbation. Nous devons leur faire comprendre que nous ne sommes pas d'accord avec ce qu'ils veulent nous imposer. Le Kenya est frappé par la pauvreté. Nous n'avons pas de système éducatif. Beaucoup ne savent ni lire ni écrire. Et le gouvernement veut encore retirer le budget de l'éducation, des services de santé et de nos enseignants. Veulent-ils que nous restions analphabètes pour qu'ils puissent en profiter ? Face aux contestations, le gouvernement du président Ruto a retiré mardi du projet de budget 2024-2025 la plupart des mesures fiscales prévues. Mais l'abandon de ces mesures reste insuffisant pour la population. Les manifestants exigent le retrait du texte dans son intégralité. Après l'explosion dans un dépôt de munitions à N'Djamena au Tchad, survenue dans la nuit du mardi 18 au mercredi 19 juin, les habitants du quartier proche du dépôt d'armes sont encore sous le choc. Selon le bilan provisoire, 9 personnes sont mortes dans cet incendie. La maison, tout a été saccagé, le chambre a été incendié, le chambre des garçons a été incendié, carrément rien n'a été sauvé. Comme vous l'avez remarqué. C'est comme ça, puisque nous avons eu, comment on appelle, les obis. Le gouvernement a annoncé que 46 personnes reçoivent des soins pour diverses blessures après que les explosions ont réveillé les résidents en sursaut mardi soir dans le district de Gouji. À un moment, on a cru que c'est fini pour nous. Nous ne savons pas ce qui s'est passé. Il y a partout des armes de gros calibre. Vraiment partout, tous les fenêtres sont cassées, les vitres sont éparpillées, les tôles sont éparpillées. Nous demandons au gouvernement qui nous aide. Il y a eu beaucoup de dégâts matériels et humains aussi. La cause de l'incendie n'a pas encore été clarifiée. Le président Mahamat Déby Itno a toutefois annoncé qu'une enquête serait ouverte. Il a aussi visité mercredi les lieux de l'accident et les hôpitaux où sont soignés les blessés. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, une récente tragédie a poussé l'Australie à agir. Après le gigantesque glissement de terrain survenu le mois dernier dans la province d'Enga, le vice-premier ministre australien Richard Marles et la ministre des Affaires étrangères Penny Wong se sont rendus jeudi sur place pour témoigner de leur soutien aux personnes déplacées. J'espère que lorsque je reviendrai ici dans quelques années, vous aurez de nouvelles maisons, que la paix régnera et que les enfants seront scolarisés. Face aux sinistrés, ils ont promis 2 millions de dollars australiens venant s'ajouter à une aide initiale de 2,5 millions de dollars. Les Nations Unies estiment que le glissement de terrain a entraîné la mort de plus de 600 personnes et le déplacement immédiat de 1650 survivants. À peine investi, le président sud-africain doit convaincre son projet politique au sein d'un gouvernement d'unité nationale où devraient se côtoyer des partis politiques aux idéologies diamétralement opposées interroge. Devant ces incertitudes, Cyril Ramaphosa rassure sur les priorités de son administration. N'ayons pas peur de ce que sera ce gouvernement d'unité nationale. Nous voulons créer des emplois. La création d'emplois, la lutte contre la criminalité, la réduction des inégalités, la résolution de la crise énergétique sont autant de défis qui attendent la nouvelle équipe.
Face à l'inquiétude, certains Sud-Africains ont déjà donné leur caution à ce gouvernement. D'un point de vue idéologique, nos convictions diffèrent. Cependant, en matière de gouvernance, l'administration reste l'administration. Concentrons-nous sur les besoins essentiels de nos concitoyens. Ce nouveau gouvernement d'unité nationale représente une nouveauté. L'avenir nous dira. Si tous les partis politiques se donnent la main, nous progresserons et verrons des changements dans notre pays. Pendant de nombreuses années, l'ANC a gouverné seul. Maintenant qu'ils sont unis, je pense que cela apportera des changements positifs. Nous pouvons envisager un avenir plus prometteur et un développement économique accru. Outre l'Alliance démocratique et le Parti de la liberté Nkata, d'autres partis comme l'Alliance patriotique, le Parti Good et le Congrès panafricain pourraient rejoindre la coalition. Le futur gouvernement devrait être annoncé très prochainement. La France s'apprête à contribuer à la production de vaccins en Afrique. À l'occasion du Forum mondial de la vaccination qui se tient à Paris, le président français Emmanuel Macron a annoncé un projet d'$1 milliard pour combler les inégalités vaccinales constatées lors de la crise du coronavirus. L'Afrique ne produit que 2% des vaccins qu'elle utilise et l'objectif que nous nous sommes donné, c'est de pouvoir produire d'ici à 2040 60% de ces vaccins. Une résurgence de choléra dans certains pays africains a mis en évidence la nécessité d'augmenter le nombre de producteurs locaux de vaccins. Les fonds ont été promis par des dirigeants mondiaux, des groupes de santé et des entreprises pharmaceutiques. Il y a un peu plus de 4 ans, la Covid avait fortement bouleversé nos systèmes de santé et mis en danger les programmes de vaccination qui étaient alors relégués au second plan, devant l'urgence, évidemment, de lutter contre la pandémie. Ainsi, selon le rapport de l'UNICEF de 2021, 23 millions d'enfants n'avaient pas reçu les vaccins de base nécessaires à leur croissance normale au plus fort de cette crise sanitaire. Selon Gavi, l'Alliance vaccinale, le projet est censé explorer des questions telles que le transfert de technologies ainsi que la création éventuelle d'une agence africaine de médicaments. La Palestine est à l'honneur aux Archives nationales du Chili. Intitulée « De tous les fleuves à toutes les mers », l'exposition raconte en images l'histoire des territoires palestiniens. Elle a été inaugurée mercredi à Santiago, dans la capitale. Nous espérons que cette exposition sera vue comme un geste profond de solidarité, de tendresse et de beauté. Il n'y a rien de plus beau que cette résistance, cette créativité et cet effort collectif pour dire du Chili non au génocide, non à la politique d'extermination. L'exposition propose un éventail de 130 œuvres d'art, allant des photographies et broderies aux peintures murales, pochettes d'albums et affiches. Elle comprend également des documents historiques. Au milieu de tous ces éléments, les pastèques occupent une place centrale. Le Chili joue un rôle important en Amérique latine, étant reconnu comme une démocratie et membre de l'OCDE, ce qui lui confère une image internationale influente. Le fait que cette exposition se tienne au Chili et reflète l'histoire de la lutte du peuple palestinien, ainsi que la solidarité internationale, est un signal politique fort. Depuis le Chili, nous disons que le génocide, c'est assez. Retrouvons la tradition de solidarité internationale avec la Palestine et transformons-la en actions concrètes. Suite à l'interdiction d'utiliser les symboles du drapeau palestinien, la pastèque émerge comme un symbole de résistance dans plusieurs des œuvres présentées. Pour Javier Amanzi, commissaire de l'exposition, l'objectif est non seulement de relater l'histoire, mais aussi de refléter le présent. Cette exposition ne vient pas après les événements. Elle se déroule alors que ce génocide se produit tous les jours. Nous ne voulons pas que ce soit un endroit où l'on observe les œuvres de loin, mais plutôt qu'elles soient utilisées comme des outils pour la mobilisation future. Le Chili compte la plus grande communauté palestinienne en dehors du Moyen-Orient. En 2011, ce pays d'Amérique du Sud a reconnu la Palestine comme un État libre, indépendant et souverain.
La Corée du Nord, puis le Vietnam. Le président russe Vladimir Poutine poursuit sa mini-tournée asiatique. Le chef du Kremlin est arrivé à Hanoï, la capitale vietnamienne. Le pays, allié de la Russie depuis l'époque soviétique, entend bien poursuivre cette collaboration malgré les réticences des pays occidentaux. Avec le président vietnamien, Vladimir Poutine a échangé sur des projets de coopération dans les domaines de l'énergie, des technologies, de l'éducation et du tourisme. À noter que le Vietnam est le 3e pays visité par Vladimir Poutine depuis sa réélection en mars dernier, après la Chine et la Corée du Nord. En désaccord avec les pays occidentaux, Vladimir Poutine semble avoir trouvé des partenariats du côté de l'Asie. Au Vietnam et en Corée du Nord, le chef du Kremlin, toujours visé par un mandat d'arrêt international, a été accueilli avec les honneurs, parade dans la ville, orchestre et banquets spéciaux. La visite en Corée du Nord a abouti à la signature d'un accord de défense. 전면적으로 확대 발전시켜 나가는 데서 중대